Il rentra chez lui pour surprendre ses parents avec une vie pleine de succès. Mais ce qu'il trouva à l'entrée de son propre hôtel particulier le laissa glacé. 2 personnes âgées tremblant dans la neige, jetées comme des ordures. Il n'imaginait pas que cette image le plongerait dans un abîme de culpabilité qu'il ne pourrait jamais oublier. La voiture noire s'arrêta devant l'hôtel particulier, juste au moment où le soleil d'hiver commençait à se coucher. Sébastien Dubois descendit avec un sourire de triomphe sur le visage, ajustant son manteau en cachemire, tandis qu'il admirait l'imposante construction à 3 étages qui lui appartenait désormais. Il avait planifié ce moment pendant des mois, surprendre ses parents, leur montrer que leur fils avait enfin atteint le succès dont il avait toujours rêvé. Mais quand ses yeux se posèrent sur l'entrée latérale de la propriété, le sourire se figea sur son visage comme la glace qui recouvrait le sol. 2 silhouettes étaient assises dans la neige, recroquevillées sous une couverture usée qui les protégeait à peine du vent glacial. Un homme âgé serrait une femme aux cheveux blancs, tous 2 tremblants de froid. À côté d'eux, 2 vieilles valises et une boîte en carton avec des photographies qui dépassaient des bords. Ils semblaient jetés comme des ordures en cette nuit d'hiver glacial. Sébastien sentit que quelque chose se brisait dans sa poitrine quand il reconnut les visages. C'étaient ses parents. Antoine et Hélène, les êtres qui lui avaient donné la vie, étaient assis dans la neige comme des indigents devant la maison qu'il avait achetée pour impressionner sa fiancée, la maison où il ne leur avait jamais dit qu'il vivait. « Papa, maman !» cria Sébastien en courant vers eux, le cœur brisé. « Qu'est-ce que vous faites ici? Mon Dieu, vous êtes gelés !» Antoine leva les yeux. Ses yeux fatigués, remplis de larmes contenues, rencontrèrent ceux de son fils. Il n'y avait aucun reproche dans ce regard, seulement une tristesse infinie qui transperça Sébastien comme un couteau. « Mon fils !» murmura le vieil homme d'une voix brisée. « Nous ne voulions pas te déranger. Vincent nous a dit que tu vivais ici, mais la demoiselle qui est sortie nous a dit que nous ne pouvions pas entrer, que cette maison n'était pas un endroit pour des gens comme nous. » Sébastien sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Il s'agenouilla devant ses parents, prenant les mains glacées de sa mère entre les siennes. Hélène le regarda avec ses yeux qu'il avait autrefois vus avec une fierté infinie, mais qui maintenant ne reflétaient que honte et douleur. « Pardonne-nous, mon fils », murmura-t-elle d'une voix brisée. « Nous n'avons pas voulu te faire honte devant tes gens. Nous partons déjà. Vincent viendra nous chercher bientôt. » « Me faire honte ?» Sébastien sentit les larmes brûler ses joues. « Vous ne pourriez jamais me faire honte. Qui vous a fait ça? Qui vous a mis dehors ?» La porte principale de l'hôtel particulier s'ouvrit avec un claquement sec. Capucine Leclerc apparut sur le seuil, enveloppée dans une robe de soirée couleur perle, qui brillait sous les lumières de l'entrée. Son visage parfait affichait une expression d'ennui absolu, comme si la présence de ces personnes âgées était une tache sur sa parfaite célébration. « Sébastien, qu'est-ce que tu fais dehors ?» demanda-t-elle d'une voix froide. « Les invités attendent. Ce soir, nous annonçons nos fiançailles. Tu te souviens ?» Sébastien se leva lentement, ses parents tremblant toujours derrière lui. La fureur commença à bouillir en lui, se mêlant à une culpabilité qui l'étouffait. « Capucine, c'est toi? Tu as mis mes parents à la rue ?» Elle laissa échapper un rire sec, sans humour. « Tes parents, Sébastien, 2 personnes âgées dépenaillées, ont frappé à la porte pour te parler. Je leur ai dit que cette maison n'était pas un refuge pour les indigents. Comment aurais-je pu savoir que c'était ?» Elle fit une pause en les regardant avec mépris. « Bien que, en les voyant bien, je comprends pourquoi tu ne les as jamais mentionnés. Ils ne correspondent pas exactement à l'image que nous avons construite, n'est-ce pas ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Plusieurs invités étaient sortis à l'entrée, attirés par le scandale. Des hommes et des femmes en costumes impeccables observaient la scène avec des expressions allant de la surprise à la moquerie mal dissimulée. Sébastien entendit les murmures qui commencèrent à se propager comme un feu. « Pauvre vieux, ce sont ses parents. Quelle honte! Je ne savais pas que Dubois venait de si bas. » Antoine tenta de se lever en titubant. Sébastien courut le soutenir, mais son père l'arrêta d'une main tremblante. « Non, mon garçon, nous avons déjà causé assez de problèmes. Ta mère et moi allons partir. Tu as ta vie, tes gens. Nous ne sommes pas venus gâcher quoi que ce soit. »« Vous n'allez nulle part !» La voix de Sébastien résonna dans l'air glacial, pleine d'une rage qu'il n'avait jamais ressentie. « C'est votre maison autant que la mienne. » Capucine descendit les marches avec des pas calculés, ses talons résonnant sur la pierre. Elle croisa les bras, regardant Sébastien avec un mélange de déception et de froideur absolue. « Sébastien, ne sois pas ridicule. Pense à ce que tu fais. Tous nos partenaires sont à l'intérieur. Le contrat avec les Valois est sur le point d'être signé. Vas-tu vraiment tout gâcher pour mes parents ?» Sébastien l'interrompit, sa voix tremblant d'émotion. « Tu t'entends, Capucine? Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Ce que j'ai fait,
C'est protéger notre réputation, répondit-elle sans se démonter. Toi et moi construisons un empire. Nous ne pouvons pas nous permettre de faiblesse sentimentale. Je pensais que tu l'avais compris. Hélène commença à pleurer en silence, se couvrant le visage de ses mains. Antoine la serra fort, comme s'il voulait la protéger du monde entier. Sébastien sentit que quelque chose en lui se brisait définitivement en voyant ses parents ainsi humiliés, gelés, détruits devant la maison qu'il avait achetée avec l'argent qu'il avait gagné, en les oubliant. « J'ai travaillé toute ma vie », dit soudain Antoine, d'une voix ferme malgré la douleur. « J'étais maçon, porteur, tout ce qui était nécessaire pour que ce garçon puisse étudier. Sa mère cousait jusqu'à l'aube pour lui payer ses livres. Nous n'avons jamais rien eu, mais nous avons toujours eu notre dignité. Et maintenant ?» Sa voix se brisa. « Maintenant, je découvre que mon fils a honte de nous, n'est-ce pas ?» Sébastien tomba à genoux devant son père. « Papa, je n'ai jamais. Alors, pourquoi n'es-tu jamais venu nous voir, mon garçon ?» La question de sa mère fut un murmure chargé d'années de douleur. « Pourquoi as-tu cessé d'appeler? Pourquoi, quand Vincent te cherchait, disais-tu toujours que tu étais occupé ?» Sébastien n'avait pas de réponse. Les mots se nouaient dans sa gorge, tandis que les souvenirs le frappaient comme des vagues. Les appels ignorés, les excuses vides, les promesses non tenues de leur rendre visite bientôt. Il s'était convaincu qu'il construisait un avenir meilleur, que lorsqu'il aurait suffisamment de succès, il reviendrait pour eux, leur donnerait tout ce qu'ils méritaient. Mais la vérité était plus sombre et plus simple. Il avait eu honte de ses humbles origines devant Capucine et son cercle social, honte du modeste pavillon où il avait grandi, honte des mains calleuses de son père et du français simple de sa mère. Il avait échangé les deux personnes qu'il aimait inconditionnellement contre un monde qui ne l'acceptait que pour son argent. « Monsieur Dubois !» Une voix rauque interrompit le moment. Un homme âgé en bleu de travail s'approcha de la rue, portant un thermos fumant. « J'ai apporté du café chaud pour Antoine et Hélène. Je ne pouvais pas les laisser dehors plus longtemps. C'était Vincent, l'ancien employé de confiance de ses parents, maintenant devenu leur seul soutien réel. L'homme qui avait élevé des poules dans la cour de la maison humble, qui avait appris à Sébastien à faire du vélo, qui n'avait jamais cessé de l'appeler mon petit, peu importe combien d'argent il avait. Vincent regarda Sébastien avec un mélange de déception et de tristesse qui fit plus mal que n'importe quel reproche. « Antoine m'a parlé de vous il y a des semaines, jeune Sébastien. Il m'a dit qu'il voulait vous voir, qu'il avait quelque chose d'important à vous dire. J'ai essayé de vous joindre, j'ai laissé des messages, mais vous étiez toujours en réunion, en voyage, à des dîners importants. » Sébastien sentit que le monde s'arrêtait. Papa avait besoin de me voir. Pourquoi? Que s'est-il passé? Antoine détourna le regard, mais Hélène parla d'une voix tremblante. Les médecins ont dit que son cœur était très faible, mon enfant, qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps. C'est pourquoi nous voulions te voir une dernière fois. Nous voulions juste te dire au revoir. Le cri qui sortit de Sébastien fut un son primitif, déchirant. Il s'accrocha à son père comme un enfant perdu, sanglotant sans contrôle tandis que les invités observaient la scène avec des visages de pierre. Certains murmuraient, d'autres détournaient le regard, mal à l'aise. Mais Capucine restait immobile sur les marches, les bras toujours croisés, sans un soupçon de compassion sur son expression parfaitement maquillée. « Je ne savais pas », pleurait Sébastien. « Papa, je ne savais pas. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. » Antoine caressa la tête de son fils de main tremblante. « Il n'y a rien à pardonner, mon fils. Tu as choisi ton chemin et c'est bien. Nous voulions juste te voir une fois de plus avant que je ne parte. C'est tout. » Vincent aida les personnes âgées à se lever. Antoine tituba et Sébastien le soutinrent fortement, sentant à quel point le corps, qui lui avait semblé invincible, était devenu fragile. « Je les ramènerai à la maison », dit Vincent à voix basse. « Ils ont eu assez froid. »« Non !» Sébastien s'interposa. « Ils restent ici. C'est leur maison maintenant. » Capucine descendit les dernières marches, sa patience finalement épuisée. « Sébastien, écoute-moi bien. Si ces gens entrent dans cette maison, je sors. Et pas seulement moi, les Valois, les partenaires, tout le business que nous avons construit, tu devras choisir. Ton passé de misère ou notre futur de succès. » Le silence fut absolu. Même le vent sembla s'arrêter. Tous les yeux étaient fixés sur Sébastien, attendant sa décision. Son père le regardait avec des yeux pleins de larmes, mais aussi de compréhension, comme s'il connaissait déjà la réponse. Sa mère serrait la main d'Antoine, se préparant à une autre déception. Sébastien regarda Capucine, puis ses parents, et à ce moment-là, quelque chose qui avait dormi en lui s'éveilla enfin. « Vincent, » dit Sébastien d'une voix ferme, essuyant ses larmes, « emmène mes parents à l'intérieur, dans la chambre principale,
qu'on leur prépare le lit le plus confortable de la maison. « Sébastien », commença Capucine d'une voix menaçante. « Toi », l'interrompit-il, la regardant avec des yeux qui, pour la première fois, voyaient avec clarté. « Tu peux rester ou partir, mais je te dirai quelque chose. J'ai construit un empire sur le dos de 2 personnes qui ont tout sacrifié pour moi, et pendant des années, j'ai fait semblant qu'elles n'existaient pas parce que j'avais honte de là où je venais. Cette nuit, j'ai trouvé mon père malade assis dans la neige. Et si cela ne te brise pas le cœur, alors tu n'es pas la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie. » Un murmure parcourut les invités. Capucine pâlit, incrédule. « Tu me quittes pour eux ?»« Je ne te quitte pas pour eux, » répondit Sébastien. « Je te quitte parce que j'ai découvert que l'homme que je suis devenu avec toi est quelqu'un que je ne reconnais pas, quelqu'un qui a laissé ses parents dans la rue, et ce n'est pas l'homme que je veux être. » Capucine recula d'un pas, ses yeux brillants de rage. « Tu vas le regretter, Sébastien Dubois, je te le jure. » Elle pivota sur ses talons et entra dans la maison à pas furieux. Les invités commencèrent à se disperser, certains évitant le regard de Sébastien, d'autres murmurant entre eux. En quelques minutes, l'hôtel particulier fut presque vide, seul l'écho des portes qui claquaient et des moteurs qui démarraient. Sébastien s'agenouilla devant ses parents pour la dernière fois cette nuit-là. « Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je passerai le reste de ma vie à vous le rendre. » Antoine sourit faiblement, caressant le visage de son fils. « Tu l'as déjà fait, mon fils. Tu l'as déjà fait. » Vincent aida les personnes âgées à entrer dans la maison. Sébastien les suivit, fermant la porte derrière lui. Mais dans le silence de cette nuit glaciale, une question commença à marteler son esprit. Pourquoi Vincent avait-il dit qu'il avait essayé de le joindre pendant des semaines alors qu'il n'avait jamais reçu un seul message? Et plus important encore, qui s'était assuré que ces messages n'arrivent jamais? Les jours qui suivirent furent comme un réveil d'un cauchemar pour découvrir que la réalité était encore pire. Sébastien avait complètement transformé sa vie. Il annula des réunions importantes, ignora les appels de mais chaque sourire qu'il réussissait à arracher à Hélène, chaque moment de paix aux côtés d'Antoine, s'accompagnait d'une culpabilité qui le dévorait de l'intérieur comme un poison lent. Le matin du 3e jour, alors qu'il préparait le petit déjeuner dans une cuisine qu'il n'avait jamais utilisée, il entendit des pas faibles descendant les escaliers. Antoine apparut à l'entrée, s'appuyant sur la canne que Vincent lui avait procurée. Son visage pâle montrait l'effort que lui avait coûté ce simple acte de descendre au rez-de-chaussée. « Papa, tu devrais te reposer », dit Sébastien rapidement, laissant la poêle et courant le soutenir. « J'ai trop reposé dans ma vie, mon fils », répondit le vieil homme avec un sourire fatigué. « Maintenant, je veux vivre chaque minute qu'il me reste, surtout celle-ci avec toi. » Ils s'assirent ensemble à la table de la salle à manger, une table en marbre italien que Sébastien avait autrefois achetée pour impressionner des invités qui ne revinrent jamais après cette nuit-là. Antoine observait la maison avec des yeux qui semblaient voir bien plus que ce que Sébastien aurait voulu montrer. « C'est une belle maison, mon garçon, mais elle semble vide, comme si personne n'y avait vraiment vécu. » Les mots tombèrent sur Sébastien comme des pierres. Il avait raison. Il avait rempli cet hôtel particulier d'objets chers, d'art qu'il ne comprenait pas, de meubles qu'il n'utilisait jamais. Mais il n'en avait jamais fait un foyer. « Papa », commença Sébastien d'une voix brisée, « j'ai besoin de te demander quelque chose. Vincent a dit qu'il avait essayé de me contacter, qu'il avait appelé il y a des semaines pour me dire que tu étais malade, mais je n'ai jamais reçu aucun message, ni appel, ni email. Rien. » Antoine prit une lente gorgée de café, ses mains tremblant légèrement. « Vincent m'a montré les registres d'appels sur son téléphone. Il a appelé ton bureau 14 fois en 3 semaines. On lui disait toujours que tu étais occupé, qu'on te transmettrait le message, mais tu n'as jamais rappelé. C'est impossible. » Sébastien sentit le sang se figer dans ses veines. « Mon assistante me transmet toujours tous les messages. Tous. »« Ton assistante ?» demanda Antoine. « Comment s'appelle-t-elle ?»« Manon Lambert. Elle travaille avec moi depuis 3 ans. Elle est tout à fait fiable. » Le vieil homme hocha lentement la tête, mais quelque chose dans son regard suggérait qu'il en savait plus qu'il ne disait. « Mon fils, ces jours-ci, j'ai vu des choses. J'ai entendu des conversations que je n'aurais être pas dû entendre. Et il y a quelque chose que tu dois savoir sur la nuit où nous sommes arrivés. » Sébastien se pencha en avant, son cœur battant fort. « Quoi, papa ?» Avant qu'Antoine ne puisse répondre, la porte principale s'ouvrit avec fracas. Capucine entra à pas furieux, suivi de 2 hommes en costume que Sébastien reconnut immédiatement. Romain Valois et son fils Julien, les partenaires les plus importants de son entreprise. « Sébastien, nous devons parler maintenant », ordonna Capucine, ignorant complètement la présence d'Antoine. « Ce n'est pas le bon moment.
répondit Sébastien en se levant. « Je suis avec mon père. » Romain Valois s'avança. Son visage habituellement aimable, maintenant transformé en un masque de sévérité. « Dubois, le conseil d'administration s'est réuni hier soir. Ton comportement a été inacceptable. Tu as humilié Capucine devant des investisseurs clés. Le contrat de fusion avec nos entreprises est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Et pas seulement ça, ajouta Julien en croisant les bras. Plusieurs clients retirent leurs comptes. Ils disent qu'ils ne peuvent pas faire confiance à quelqu'un d'aussi instable émotionnellement. Sébastien sentit la rage bouillonner en lui. Instable, j'ai défendu mes parents contre un acte de cruauté. Si c'est de l'instabilité, alors je ne veux pas faire partie de votre monde. Capucine laissa échapper un rire amer. Ton monde n'existe plus, Sébastien. J'ai vérifié les chiffres ce matin. Sans le contrat Valois, ton entreprise perd 70% de ses revenus. Dans 3 mois, tu seras en faillite. Alors je serai en faillite, répondit-il, se surprenant lui-même par la fermeté de sa voix. Mais je ne serai pas seul. Quel attendrissant, dit Capucine avec sarcasme. L'entrepreneur à succès renonce à tout pour ses parents âgés. C'est presque poétique. Dommage que la poésie ne paie pas les hypothèques. Antoine se leva avec effort, s'appuyant sur la table. Sa voix, bien que faible, résonna avec une autorité qui surprit tout le monde. « Mademoiselle, je ne sais pas quel genre de personne vous êtes, mais je vais vous dire quelque chose. J'ai vécu de nombreuses années sans rien d'autre que l'amour de ma famille, et j'ai vu des hommes riches mourir complètement seuls, entourés de luxe, mais sans personne pour pleurer leur départ. Mon fils a choisi l'amour plutôt que l'argent, et c'est la seule vraie richesse qui existe. » Le silence qui suivit fut absolu. Capucine pâlit, mais retrouva rapidement son masque de froideur. Quel beau discours. Mais les discours ne nourrissent pas. Elle se tourna vers Sébastien. Tu as 48 heures pour reconsidérer, ou tu perds tout. Les 3 sortirent, laissant une traînée de parfums chers et de menaces voilées. Sébastien aida son père à se rasseoir, remarquant à quel point il tremblait de l'effort que lui avait coûté ce petit acte de bravoure. « Papa, tu n'aurais pas dû. Quelqu'un devait le dire, » l'interrompit Antoine. « Cette femme a du poison dans le cœur, mon fils. Et ce que j'allais te dire avant qu'il n'arrive est important. La nuit où nous sommes arrivés, avant qu'on ne nous expulse, j'ai entendu Capucine parler au téléphone dans le bureau. Elle pensait que nous dormions dans la salle d'attente où le majordome nous avait laissés. Qu'as-tu entendu, Antoine ?» Antoine prit une profonde inspiration, comme si les mots lui coûtaient une douleur physique. Elle disait à quelqu'un qu'elle appelait mon amour que tout se passait comme prévu, que tu aurais bientôt à choisir entre nous et ton entreprise, et que lorsque tu choisirais mal, comme elle s'y attendait, elle aurait enfin le contrôle total de ta compagnie. Sébastien sentit que le sol bougeait sous ses pieds. Ça n'a pas de sens. Capucine n'a pas accès à mon entreprise. Nous sommes partenaires dans certains projets. Mais, mon fils, la voix d'Antoine se brisa. Elle a aussi dit autre chose. Elle a dit, Manon a fait un travail parfait en bloquant les appels de ce vieux ennuyeux. Il n'a jamais su que son père était malade, avant qu'il ne soit trop tard pour faire quelque chose qui ne le fasse pas passer pour le méchant. Le monde de Sébastien s'effondra à cet instant. Manon, son assistante de confiance depuis 3 ans. La femme qui gérait son emploi du temps, filtrait ses appels, avait accès à tous ses courriers. Elle avait été la main invisible qui l'avait tenu éloigné de ses parents, même quand ils avaient désespérément besoin de lui. « Pourquoi ?» murmura Sébastien. « Pourquoi ferait-elle ça ?» Antoine posa une main tremblante sur celle de son fils. « Parce que quelqu'un le lui a demandé ou l'a payé, et je crois que nous savons tous les deux qui. » Avant que Sébastien ne puisse répondre, Vincent entra en courant dans la cuisine, le visage décomposé par la terreur. « Monsieur Dubois, Hélène est tombée à l'étage. Elle ne peut pas se lever. » Sébastien monta les escaliers 4 à 4, son cœur martelant sa poitrine. Il trouva sa mère sur le sol du couloir, agrippée à une enveloppe Kraft de mains tremblantes. Son visage était pâle, et des larmes coulaient sur ses joues ridées. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?» Sébastien s'agenouilla près d'elle, l'aidant à s'asseoir contre le mur. Hélène leva l'enveloppe de mains tremblantes. Sa voix sortit comme un murmure brisé. « Mon fils, je suis entré dans ton bureau en cherchant un livre pour ton père, et j'ai trouvé ça. Pardonne-moi. Je ne voulais pas fouiner, mais quand j'ai vu les photos, je n'ai pas pu. » De main maladroite, Sébastien ouvrit l'enveloppe. Son monde s'écroula pour la 2e fois ce matin-là. Des photographies. Capucine embrassant Julien Valois dans un hôtel. Capucine signant des documents dans un bureau d'avocat et un contrat de mariage qui lui glaça le sang. En cas de divorce ou de séparation, Capucine aurait droit à 50% de toutes les propriétés et entreprises de Sébastien Dubois.
Mais ce qui le dévasta complètement fut la date du contrat. Il avait été signé 6 mois avant qu'il ne lui demande en mariage. Tout avait été un piège depuis le début. « Fils », murmura Hélène d'une voix brisée de douleur, « cette femme ne t'a jamais aimé. Elle ne voulait que ton argent. Et quand elle a vu que nous pouvions te faire la rejeter, elle a décidé d'utiliser notre amour contre toi. Elle nous a transformés en une arme pour te détruire. » Sébastien aida sa mère à se lever, la soutenant, tandis qu'elle s'accrochait à lui comme s'il était la seule chose solide dans un monde qui s'effondrait. Vincent arriva en courant avec un verre d'eau, son visage reflétant l'inquiétude d'un père pour son fils. Antoine apparut dans le couloir, haletant de l'effort de monter les escaliers. En voyant les photos par terre, son expression s'assombrit d'un mélange de rage et de tristesse. « Papa, tu dois te reposer », supplia Sébastien, guidant ses 2 parents vers la chambre principale. « Je me reposerai quand tu seras en sécurité », répondit le vieil homme avec obstination. « Mon fils, écoute-moi. Cette femme t'a tendu un piège, mais les pièges fonctionnent dans les 2 sens. Si elle a des secrets, tu peux les trouver et les utiliser pour te protéger. Je ne suis pas comme elle, papa. Je ne joue pas sale. » Hélène prit le visage de son fils entre ses mains, l'obligeant à la regarder dans les yeux. « Il ne s'agit pas de jouer sale, mon fils. Il s'agit de justice, d'éviter qu'elle ne détruise d'autres personnes. Fils de mon âme. S'il y a quelque chose que j'ai appris dans ma vie, c'est ceci. Le silence face à la méchanceté et de la complicité. Tu ne peux pas la laisser s'en tirer. » Sébastien regarda ses parents, fragiles, âgés, malades, et pourtant plus forts qu'ils ne l'avaient jamais été, car il comprenait quelque chose qu'il avait oublié dans sa course vers le succès, que la vraie force ne vient pas du pouvoir ou de l'argent, mais de l'intégrité et de l'amour. « D'accord, » dit-il finalement, « mais nous le ferons bien, sans vengeance, juste, n'est-ce pas ?» Cette nuit-là, tandis que ses parents dormaient dans la chambre principale, Sébastien s'assit dans son bureau avec Vincent. L'homme âgé avait été le témoin silencieux de toute l'histoire, observant depuis l'ombre comment le fils qu'il avait aidé à élever se perdait dans un monde d'ambition et de trahison. « Vincent, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de savoir tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu. Chaque détail compte. » L'homme hocha lentement la tête, sortant un papier plié de sa poche. « Il y a autre chose qu'Antoine ne vous a pas dit, jeune homme. La nuit où nous sommes arrivés, j'ai entendu mademoiselle Capucine parler avec quelqu'un d'autre que celui qu'elle appelait mon amour. Un homme. Elle disait que vous étiez le dernier obstacle à quelque chose de grand, qu'une fois que vous seriez sous contrôle ou hors jeu, le vrai projet pourrait commencer. Projet réel? Quel projet? » Vincent lui tendit le papier plié. « J'ai noté le nom qu'elle a mentionné. Quelque chose sur des investissements en Amérique du Sud. Opération Papillon. Elle l'a appelé. Elle a dit qu'avec ou sans votre signature, cet argent quitterait le pays avant la fin de l'année. » Sébastien sentit son sang se glacer. Opération Papillon. Il reconnaissait ce nom de document que Capucine lui avait demandé de signer des semaines auparavant, lui disant qu'il s'agissait simplement d'expansion de routine de l'entreprise. Des documents qu'il avait signés sans vérifier, faisant aveuglément confiance à la femme qu'il croyait aimer. Qu'avait-il réellement signé? Et que d'autres Capucines planifiait-elle avec son argent, son nom, son entreprise? Sébastien se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant la nuit étoilée. Quelque part dans cette ville, Capucine croyait l'avoir vaincu, l'avoir isolé, ruiné, détruit. Elle ne savait pas que la seule chose qu'elle avait réussi à faire était de le réveiller. « Vincent, » dit Sébastien sans se retourner, « demain matin, nous allons au bureau. Toi, moi et un avocat plus intelligent qu'eux tous réunis. Il est temps de découvrir ce qu'est réellement l'opération Papillon et qui d'autre est impliqué. Oui, jeune homme. Et Vincent, merci de n'avoir jamais abandonné mes parents, d'avoir continué à essayer de me contacter même quand il semblait que je vous avais complètement oublié. » Le vieil homme sourit avec tristesse. « Un père n'abandonne jamais ses enfants, monsieur Dubois. Et même si je ne suis pas votre père de sang, je vous ai vu grandir. Pour moi, vous serez toujours cet enfant qui courait pieds nus dans la cour à la poursuite des poules. Les enfants, même s'ils se perdent, peuvent toujours retrouver le chemin de la maison. » Sébastien sentit les larmes brûler ses yeux de nouveau. Il avait passé des années à construire des murs autour de son cœur, croyant que la dureté était une force, que la froideur était un pouvoir. Mais en 3 jours, ses parents et Vincent lui avaient enseigné plus sur la vraie force que toutes ces années de succès entrepreneurial. Il ne restait plus qu'une question. Arriverait-il à temps pour sauver ce que Capucine était en train de détruire? Et plus important encore, découvrirait-il la vérité avant qu'il ne soit trop tard pour son père? Car pendant que Sébastien planifiait son prochain mouvement, à l'étage, Antoine s'étouffait en respirant
pressant un mouchoir contre sa bouche tandis que sa femme dormait à ses côtés, sans savoir que le temps de son époux s'épuisait beaucoup plus vite que son fils ne l'imaginait. La vie a des façons mystérieuses de pousser les gens vers la vérité, et parfois, cette vérité arrive juste quand le temps est compté. Le lendemain matin, un silence étrange régnait dans l'hôtel particulier. Sébastien se réveilla sur le canapé de son bureau, entouré de documents qu'il avait consultés jusqu'à l'aube. Chaque papier qu'il trouvait sur l'opération Papillon était comme découvrir un autre coup de poignard dans le dos. Virement autorisé avec sa signature, compte dans des paradis fiscaux, investissements fantômes dans des entreprises qui n'existaient même pas. Capucine n'avait pas seulement prévu de le voler, elle avait prévu de le détruire complètement. L'arôme de café fraîchement moulu le tira de ses pensées. Il suivit l'odeur jusqu'à la cuisine et ce qu'il vit le laissa paralysé sur le pas de la porte. Hélène était devant la cuisinière, préparant des crêpes à la main, comme elle le faisait dans la modeste maison où Sébastien avait grandi. Ses mains ridées travaillaient la pâte avec des mouvements qui témoignaient de décennies de pratique. Des aurores, se levant avant le soleil pour préparer le petit déjeuner de sa famille. Vincent était assis à table, pelant des oranges pour faire du jus frais, et Antoine observait sa femme avec un sourire qui mêlait amour et nostalgie. « Maman » murmura Sébastien depuis la porte. « Tu n'avais pas à faire ça. » Hélène se retourna, essuyant ses mains sur le tablier qu'elle avait trouvé dans un tiroir oublié. « Ah, mon fils. Une mère prend toujours soin de ses enfants, peu importe qu'ils soient dans une maison en torchis ou dans un palais. L'amour est servi dans l'assiette, il est cuisiné avec le cœur. » Sébastien sentit les larmes menacées de couler à nouveau. Il s'approcha et serra sa mère par derrière, posant sa tête sur son épaule comme lorsqu'il était enfant, et le monde lui semblait trop grand. « Pardonne-moi, maman, pour tous les petits déjeuners que je n'ai pas pris, pour toutes les matinées que tu as passées seule à attendre mon appel. » Hélène se retourna et prit le visage de son fils entre ses mains pleines de farine. « Mon enfant chéri, le passé est passé. Ce qui compte, c'est maintenant et maintenant tu es ici avec moi, avec ton père. C'est tout ce dont j'ai besoin avant que tu ne dises ça, » interrompit Sébastien, la voix brisée. « Papa va s'en sortir. Nous allons trouver les meilleurs médecins, les meilleurs traitements. » Antoine toussa doucement depuis la table, et un instant Sébastien remarqua comment son père portait discrètement son mouchoir à sa bouche. Il y avait quelque chose dans ce geste qui lui glaça le sang, mais avant qu'il ne puisse demander, Vincent parla. « Monsieur Dubois, il y a quelque chose que vous devez savoir. Hier soir, après que vous vous soyez endormi dans le bureau, j'ai reçu un appel. C'était Manon, votre assistante. » Sébastien sentit tous ses muscles se tendre. « Manon t'a appelé ? Pourquoi ?» Vincent échangea un regard avec Antoine avant de répondre. « Elle a dit qu'elle avait besoin de vous parler d'urgence. Qu'elle avait des informations sur mademoiselle Capucine qui pouvaient vous aider, mais qu'elle ne pouvait pas le faire par téléphone, qu'elle avait peur d'être surveillée. »« C'est un piège, » dit Sébastien immédiatement. « Manon a travaillé avec Capucine pour me tenir éloigné de vous. Je ne peux pas lui faire confiance. »« Peut être, » dit Antoine d'une voix faible mais ferme. « Ou peut être s'est-elle rendu compte qu'elle était du mauvais côté. Mon fils, les gens peuvent changer. Parfois, quand ils voient les conséquences de leurs actions, ils se réveillent. » Hélène posa un plat de crêpes chaudes devant Sébastien avec de la confiture maison qui sentait exactement comme celle de son enfance. Elle s'assit à côté de lui en lui prenant la main. « Quand tu étais petit, mon fils, il y avait une voisine qui nous rendait la vie impossible. On l'appelait Madame Dubois. Elle nous critiquait parce que nous étions pauvres, parce que ton père travaillait de ses mains. Elle disait que tu n'arriverais jamais à rien parce que tu venais de rien. » Sébastien écoutait en mordant dans la crêpe qui avait le goût de tous les souvenirs qu'il avait essayé d'enterrer. Un jour, continua sa mère, le fils de Madame Dubois a eu un terrible accident. Ils avaient besoin d'argent pour l'hôpital, mais elle s'était fâchée avec tout le monde dans le quartier. Personne ne voulait l'aider. Et tu sais qui est allé chez elle avec tout l'argent que nous avions économisé ? Papa, murmura Sébastien en regardant son père. Antoine hocha la tête. Je lui ai donné tout ce que nous avions, parce que la douleur d'un père est la douleur de tous les pères. Et parce que garder rancune, c'est comme prendre du poison en espérant que l'autre meure. Madame Dubois a pleuré dans mes bras ce jour-là, et depuis, elle a été la première à défendre notre famille quand d'autres disaient du mal. « Les gens peuvent changer, mon garçon », répéta Hélène. « Si Manon veut parler, tu devrais être l'écouter, mais avec prudence, avec beaucoup de prudence. » Sébastien termina son petit déjeuner en silence, sentant le poids de la décision. Finalement, il sortit son téléphone et composa le numéro de Manon. Elle répondit à la première sonnerie. Sa voix semblait effrayée. « Monsieur Dubois, merci d'avoir appelé. J'ai besoin de vous voir. »
Il y a des choses que vous ne savez pas, des choses terribles que mademoiselle Leclerc prépare. Pourquoi devrais-je te croire, Manon? Tu as bloqué les appels de mon père. Tu m'as tenu éloigné de lui quand il avait le plus besoin de moi. Il y a eu une longue silence. Quand Manon parla de nouveau, elle pleurait. Parce qu'on m'a payé beaucoup d'argent pour le faire, et j'avais besoin de cet argent pour l'opération de ma sœur. Mais après, j'ai vu vos parents dans la neige cette nuit-là. Je les ai vus trembler de froid, et je me suis rendu compte que j'étais devenu le genre de personne que j'avais toujours juré de ne pas être. Sébastien ferma les yeux, ressentant un mélange de rage et de ce qui pourrait être de la compassion. Où veux-tu que nous nous voyions? Au café du parc à 2 heures. Mais venez seul, monsieur Dubois. Si Capucine sait que je vous parle. Sa voix se brisa. Je ne sais pas de quoi elle est capable. L'appel se termina. Sébastien regarda ses parents, et Vincent, cherchant sur leur visage un signe de ce qu'il fallait faire. « Va, mon fils, » dit Antoine. « Mais emmène Vincent avec toi, qu'il reste près de là, à surveiller. Et si quelque chose ne va pas, tu pars immédiatement. » Les heures jusqu'à 14h passèrent comme des siècles. Sébastien tenta de se distraire en relisant des documents, mais son esprit ne cessait de tourner. Et si c'était un piège? Et si Capucine utilisait Manon pour lui tendre une autre embuscade? Mais il y avait aussi la possibilité que Manon ait réellement des informations qui pourraient l'aider. Des informations qui pourraient protéger ses parents et sauver ce qui restait de son entreprise. À 2 heures précises, Sébastien entra au café du parc. C'était un petit endroit, éloigné du centre-ville, le genre d'endroit où les gens de son ancien cercle social ne mettraient jamais les pieds. Manon était assise à une table du fond, portant des lunettes de soleil malgré être à l'intérieur. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans en une semaine. « Monsieur Dubois, » dit-elle quand il s'assit. « Merci d'être venu. »« Tu as 5 minutes, » répondit Sébastien froidement. « Et tu ferais mieux de dire la vérité. » Manon retira ses lunettes. Ses yeux étaient rouges et gonflés d'avoir trop pleuré. « L'opération Papillon n'est pas seulement une fraude financière, monsieur, c'est bien pire. Capucine utilise votre entreprise comme façade pour blanchir de l'argent d'organisations criminelles d'Amérique du Sud. Les signatures que vous avez apposées sur ces documents vous rendent complice légal de tout. » Sébastien sentit que le monde s'arrêtait. « C'est impossible. » J'ai vérifié. Il s'arrêta, réalisant la vérité. « Non, je n'ai rien vérifié. Je lui ai fait aveuglément confiance. Il y a plus. » Manon sortit une clé USB de son sac. « Ici se trouvent toutes les preuves. Email, virements, conversations enregistrées, tout ce dont vous avez besoin pour prouver que vous avez été trompé. Mais il y a aussi autre chose. Quelque chose concernant votre père. » Le cœur de Sébastien s'arrêta. « Quoi à propos de mon père ?» Manon déglutit, ses mains tremblantes. Capucine a fait des recherches sur son dossier médical il y a des mois. Elle savait dès le début qu'Antoine était malade, et elle s'en est servie. Elle a tout planifié pour que vous découvriez la vérité au pire moment possible, quand votre père serait si faible que... Sa voix se brisa. Quand il serait déjà trop tard, pour faire autre chose que se sentir coupable. Sébastien se leva d'un bond, renversant la chaise. La rage qu'il ressentait était comme du feu liquide dans ses veines. « 7. Il y a plus, » interrompit Manon. « Votre père a besoin d'un traitement expérimental coûteux, très coûteux. Et Capucine s'est assuré de geler tous vos comptes principaux. Sans le contrat Valois, vous n'avez pas les liquidités pour le payer. Comment sais-tu tout ça? Parce que c'est moi qui gérais votre agenda financier, monsieur Dubois. J'ai tout vu, j'ai tout entendu, et je suis restée silencieuse, parce qu'on me payait pour le faire. » Les larmes coulaient librement sur son visage. « Mais je ne peux plus vivre avec ça. Ma sœur a été sauvée grâce à l'argent qu'on m'a donné. Comment puis-je profiter de sa vie sachant que j'ai aidé à détruire la vôtre ?» Sébastien prit la clé USB de main tremblante. Dans ce petit appareil se trouvait toute la vérité. Toute la trahison documentée. Tout ce dont il avait besoin pour arrêter Capucine. Mais il y avait aussi la vérité la plus douloureuse, qu'il avait perdu de précieuses années avec son père, poursuivant un succès bâti sur des mensonges. Et maintenant, alors qu'il avait enfin ouvert les yeux, le temps était compté. « Il y a autre chose que vous devez savoir, » dit Manon à voix basse. « Julien Valois n'est pas l'amant de Capucine, c'est son associé. Le véritable amant est quelqu'un de beaucoup plus proche de vous, quelqu'un en qui vous aviez entièrement confiance. » « Qui ?» Avant que Manon ne puisse répondre, la porte du café s'ouvrit brusquement. 3 hommes entrèrent, leurs visages partiellement cachés par des casquettes. Manon pâlit. « Courez !» cria-t-elle. « C'est un piège !» Ils m'ont suivi. Sébastien réagit par instinct, attrapa Manon par le bras et ils coururent vers la sortie arrière. Vincent apparut de nulle part, bloquant l'un des hommes avec son corps. Les 3 sortirent dans une ruelle en courant,
tandis qu'ils entendaient des cris derrière eux. Ils ne s'arrêtèrent pas avant d'atteindre la voiture de Vincent, démarrant avec un crissement de pneus. Sébastien regarda en arrière, son cœur battant comme un tambour de guerre. Les hommes ne les avaient pas suivis, mais le message était clair. Capucine savait que Manon avait parlé, et elle n'allait pas laisser cette information arriver là où elle pourrait lui faire du mal. Quand ils arrivèrent à l'hôtel particulier, Antoine et Hélène les attendaient à la porte, leur visage pâle d'inquiétude. Sébastien serra ses parents fortement, sentant leur corps trembler entre ses bras. « Je vais bien, papa. Nous allons bien. » Mais ce n'était pas vrai. Rien n'allait bien. Il avait les preuves pour détruire Capucine, mais il savait aussi qu'elle ne s'arrêterait pas. Et le plus terrifiant, c'était qu'il ne savait toujours pas qui était le vrai traître, qui avait été près de lui tout ce temps, souriant à son visage tout en le poignardant dans le dos. Cette nuit-là, tandis que tout le monde dormait, Sébastien s'assit près du lit de son père. Antoine respirait avec difficulté. Chaque inhalation était un effort visible. Sébastien prit sa main, la sentant froide et fragile. « Papa, je vais arranger ça, je te le promets. Je vais te faire avoir ce traitement. Je vais te sauver. » Antoine ouvrit lentement les yeux. Il sourit de ce sourire fatigué, mais plein d'amour que seul un père peut donner. « Tu m'as déjà sauvé, mon fils, quand tu m'as laissé entrer dans ta maison, quand tu as choisi l'amour plutôt que l'argent. Tu m'as déjà donné tout ce dont j'avais besoin. » « Ne dis pas ça, » pleura Sébastien. « Il est encore temps, il y a toujours du temps. » Mais au fond de son cœur, Sébastien connaissait la vérité. Le temps était le seul ennemi qu'il ne pouvait vaincre, et cet ennemi était en train de gagner. Les jours qui suivirent la chute de Capucine et de Rodrigo furent les plus intenses de la vie de Sébastien. Les médias couvrirent le scandale sans relâche, une femme d'affaires corrompue et son complice trahissant un homme qui n'avait fait confiance qu'aux mauvaises personnes. Mais Sébastien prêtait à peine attention aux nouvelles. Tout son monde s'était réduit à une chambre au premier étage de son hôtel particulier où Antoine luttait chaque jour pour respirer un peu plus. Avec les comptes débloqués et les actifs récupérés, Sébastien engagea les meilleurs spécialistes du pays. Le docteur Moreau, un cardiologue de renommée internationale, examina Antoine et confirma ce que tous craignaient. Le traitement expérimental pourrait lui donner quelques mois de plus, être 1 an, s'ils avaient de la chance, mais ce n'était pas un remède, seulement du temps emprunté. « Combien ça coûte ?» demanda Sébastien sans hésiter. « Monsieur Dubois, nous parlons d'un demi-million d'euros et sans garantie. Peu importe, faites ce qu'il faut. » Mais quand le docteur Moreau partit, ce fut Antoine qui prit la main de son fils. « Non, mon fils. » Sébastien le regarda, ne comprenant pas. « Que veux-tu dire par non, papa? Ce traitement peut te sauver. »« Il peut me donner du temps, » corrigea Antoine doucement. « Du temps dans des hôpitaux, connectés à des machines. Ressentant de la douleur tous les jours. Ce n'est pas le temps que je veux, mon garçon. Alors, qu'est-ce que tu veux ?» Sébastien sentit les larmes brûler ses yeux. « Tu veux que je reste ici à te regarder mourir sans rien faire ?» Antoine sourit de ce sourire que Sébastien avait aimé toute sa vie. « Je veux que tu utilises cet argent pour quelque chose de mieux. Je veux passer mes derniers jours ici, dans cette maison, avec ma femme et mon fils, sans douleur, sans machine. Seulement de l'amour. Et je veux que quand je partirai, tu saches que j'étais l'homme le plus riche du monde, parce que j'avais tout ce qui compte vraiment. » Hélène, qui avait écouté depuis la porte, entra en pleurant et serra son mari dans ses bras. « Ah, vieille entêtée, toujours aussi têtue. C'est pour ça que tu es tombée amoureuse de moi, » plaisanta Antoine. Et pour un instant, Sébastien vit chez ses parents les jeunes qui s'étaient rencontrés des décennies auparavant, quand la vie était dure, mais l'amour suffisait. Sébastien accepta la décision de son père, même si elle lui brisait le cœur. Il engagea des infirmières spécialisées en soins palliatifs pour s'assurer qu'Antoine ne souffrirait pas. Il transforma la chambre principale en un espace lumineux, avec des fenêtres ouvertes qui laissaient entrer le soleil et le chant des oiseaux. Il apporta des photographies de toute la vie de la famille. Antoine, jeune en bleu de travail de maçon. Hélène, cousant près d'une lampe à huile. Sébastien enfant, poursuivant des poules dans la cour de sa modeste maison. Vincent aménagea dans une chambre d'amis pour être proche chaque fois qu'ils auraient besoin de lui. Manon, qui avait témoigné contre Capucine et Rodrigo, venait 2 fois par semaine pour apporter des fleurs fraîches et partager un café avec Hélène. Elle avait perdu son emploi, mais avait trouvé quelque chose de plus précieux, la rédemption, et une famille improvisée qui l'avait pardonnée, alors qu'elle-même ne pouvait pas se pardonner. Un après-midi, tandis que Sébastien lisait à voix haute le livre préféré de son père, Le Comte de Monte Cristo, Antoine l'interrompit. « Mon fils, il y a quelque chose que je dois te demander de faire pour moi. N'importe quoi, papa. Cherche dans ma vieille valise, celle que j'ai apportée cette nuit-là. Il y a une enveloppe jaune au fond. »
Sébastien trouva l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite de la main tremblante de son père et une vieille coupure de journal. La coupure datait de plus de 30 ans. Elle montrait un jeune maçon recevant une reconnaissance pour avoir sauvé un enfant d'un effondrement sur un chantier. « C'est toi, papa », murmura Sébastien, reconnaissant le jeune visage d'Antoine sur la photographie floue. « Ce jour-là, j'ai failli mourir », dit Antoine. « Un mur est tombé et un enfant a été piégé. Tout le monde a couru pour se sauver. Mais j'ai entendu ses pleurs. Je suis entré et je l'ai sorti juste avant que tout ne s'effondre. Je me suis cassé 3 côtes, mais l'enfant a vécu. Pourquoi ne m'as-tu jamais raconté ça? Parce que je ne l'ai pas fait pour la reconnaissance, mon fils. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. Et c'est l'héritage que je veux te laisser. Peu importe combien d'argent tu as ou quel pouvoir tu atteins, la seule chose qui compte est ce que tu fais quand personne ne te regarde. Comment traites-tu ceux qui ne peuvent rien te donner en retour? » Sébastien serra son père dans ses bras, sentant à quel point son corps était devenu fragile, mais aussi à quel point son âme était immense. « Maintenant, lise la lettre, » dit Antoine. Sébastien déplia le papier de main tremblante. « Mon fils, si tu lis ceci, cela signifie que mon temps est compté. Et c'est bien. J'ai vécu une vie pleine d'amour et de but. J'ai travaillé de ses mains jusqu'à ce qu'elles saignent. Mais je ne me suis jamais senti pauvre parce que j'avais ta mère et je t'avais toi. Je ne t'écris pas pour que tu te sentes coupable. Les parents pardonnent avant même qu'il y ait quelque chose à pardonner. Je t'écris pour te rappeler qui tu es vraiment. Tu es l'enfant qui partageait son pain avec d'autres enfants qui avaient moins. Le jeune homme qui étudiait sous la lumière de la rue parce que nous n'avions pas d'électricité, mais qui ne s'est jamais plaint. L'homme qui a construit un empire, mais qui, quand il a dû choisir, a choisi l'amour. C'est mon fils. Pas celui qui s'est perdu en chemin, mais celui qui a retrouvé le chemin de la maison. Je te demande 3 choses. Premièrement, prends soin de ta mère. Elle est mon cœur qui marche dans le monde. Deuxièmement, ne garde pas de rancune contre ceux qui t'ont trahi. Le pardon n'est pas pour eux, il est pour toi, pour que tu puisses vivre en paix. Troisièmement, utilise ton succès pour aider les autres, surtout ceux qui, comme nous, travaillent dur, mais ont besoin d'une opportunité. Je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer, et je serai toujours avec toi dans chaque bonne décision que tu prendras, dans chaque acte de bonté que tu réaliseras. Ton père qui t'adore, Antoine. Sébastien termina de lire, le visage inondé de larmes. Hélène entra et se joignit à l'étreinte, les 3 formant un cercle d'amour qu'aucune trahison n'avait pu briser. Les jours se transformèrent en une précieuse routine. Des petits déjeuners préparés par Hélène avec les recettes qu'elle avait perfectionnées pendant des décennies. Des après-midi où Vincent racontait des histoires de Sébastien enfant, se mettant dans des problèmes en poursuivant des poules. Des nuits où les 3 s'asseyaient ensemble, parfois parlant, parfois en silence, appréciant simplement d'être ensemble. Sébastien utilisa sa fortune retrouvée pour créer la fondation Antoine et Hélène Dubois, dédiée à l'octroi de bourses aux enfants de travailleurs modestes qui voulaient étudier. La première bénéficiaire fut la fille d'une femme de ménage, la seconde, le fils d'un maçon. Manon devint la directrice de la fondation, trouvant dans ce travail la rédemption qu'elle avait tant cherchée. Chaque fois qu'elle accordait une bourse, elle pensait aux appels qu'elle avait bloqués et à la douleur qu'elle avait causée. Et chaque fois, elle renouvelait son engagement à faire le bien. Un matin, quelques semaines plus tard, Sébastien se réveilla et sut que quelque chose avait changé. Le silence dans la maison était différent, plus lourd. Il monta les escaliers, le cœur serré. Antoine était au lit avec Hélène allongée à ses côtés, lui tenant la main. Vincent était assis sur une chaise proche, des larmes silencieuses coulant sur son visage buriné. « Mon fils !» murmura Antoine quand Sébastien entra. « Viens, assieds-toi. » Sébastien s'agenouilla près du lit, prenant l'autre main de son père. « Papa, le docteur a dit qu'il viendrait aujourd'hui. Nous pouvons ajuster ton traitement. Je n'ai plus besoin de traitement, mon enfant. » Antoine sourit paisiblement. « Il est temps et je suis prêt. »« Non, » pleura Sébastien. « Tu ne peux pas partir. Il y a encore tant que je veux faire avec toi. Tant de petits déjeuners à partager, tant d'histoires à écouter. Tu m'as donné plus que ce que j'aurais jamais rêvé, mon fils. Ces derniers jours avec toi ont été le plus grand cadeau de ma vie. Je pars heureux, je pars comblé. » Antoine regarda sa femme, caressant son visage de doigts qui n'avait déjà presque plus de force. « Hélène, amour de ma vie, merci pour chaque jour, pour chaque sacrifice, pour m'avoir donné le plus beau cadeau qu'un homme puisse recevoir, un fils extraordinaire. »« Nous nous reverrons bientôt, vieil homme, » pleura Hélène. « Ne tarde pas trop à m'attendre là-haut. » Antoine sourit et ferma les yeux. Sa respiration devint plus lente, plus calme. Et alors, entouré de sa famille, avec le soleil entrant par la fenêtre, illuminant son visage en paix,
Antoine Dubois s'en alla. Il n'y eut ni drame, ni douleur, juste une dernière expiration douce, comme un soupir de soulagement, comme s'il pouvait enfin se reposer après une vie de dur labeur et d'amour inconditionnel. Sébastien sanglota, s'accrochant à la main de son père, sentant la chaleur l'abandonner lentement. Hélène embrassa le front de son mari une dernière fois, lui murmurant des mots d'amour que seule elle et lui comprendraient. Vincent pria en silence, remerciant la vie de lui avoir permis de connaître un homme si noble. Les funérailles furent simples, mais remplies d'amour. Il n'y eut pas de foule d'hommes d'affaires ni de fastes corporatifs. Seulement les personnes qui avaient vraiment connu Antoine, des voisins de son ancien quartier, des collègues de travail, des familles qui l'avaient aidé sans rien attendre en retour. Pendant le service, Sébastien parla d'une voix brisée mais ferme. « Mon père m'a appris que le vrai succès ne se mesure pas en compte bancaire, mais en vie touchée, non pas en propriété accumulée, mais en amour partagé. J'ai passé des années à poursuivre une illusion de grandeur, et j'ai failli perdre la seule chose qui me rendait vraiment grand, l'amour de ma famille. Mais mon père m'a donné quelque chose de plus précieux que du temps. Il m'a donné une seconde chance. Il m'a montré qu'il n'est jamais trop tard pour choisir l'amour plutôt que l'orgueil, la famille plutôt que l'ambition, le réel. Et bien qu'aujourd'hui mon cœur soit brisé, il est aussi rempli, car j'ai eu le privilège d'être le fils d'Antoine Dubois, un homme qui n'a jamais eu beaucoup, mais qui a tout donné. Après les funérailles, la vie continua, transformée. Hélène s'installa définitivement à l'hôtel particulier, remplissant chaque recoin de l'amour que seule une mère peut donner. Elle cuisinait pour Sébastien, le réprimandait quand il travaillait trop, et peu à peu transforma cette maison froide en un véritable foyer. Vincent devint officiellement l'administrateur de la propriété, mais plus que cela, le grand-père que Sébastien n'avait jamais eu. Ensemble, ils construisirent un petit poulailler dans le jardin arrière, en l'honneur du bon vieux temps. Manon continua de diriger la fondation avec une passion renouvelée. Chaque bourse octroyée était un pas de plus vers la rédemption, et bien qu'elle ne pardonnerait jamais complètement ce qu'elle avait fait, elle apprit à vivre avec tout en faisant le bien. Capucine et Rodrigo furent condamnés à 15 ans de prison pour fraude et blanchiment d'argent. Sébastien n'assista pas à la lecture de la sentence. Cela n'avait plus d'importance. Il avait appris que la vengeance n'apporte pas la paix, seulement plus d'amertume. 1 an après le départ d'Antoine, Sébastien était dans le jardin, regardant sa mère arroser les fleurs quand Vincent s'approcha avec une vieille boîte. « Monsieur Dubois, j'ai trouvé ça en nettoyant la chambre où dormait votre père. Je pense qu'il voulait que vous l'ayez. » C'était la boîte à outils d'Antoine. Les mêmes outils avec lesquels il avait construit des maisons, monté des murs, nourri sa famille. À l'intérieur, il y avait une dernière note. « Mon fils, ces outils ont bâti notre subsistance. Maintenant, construis quelque chose de plus grand, un héritage de bonté. Je t'aime, papa. » Sébastien serra la boîte contre sa poitrine, sentant la présence de son père comme s'il n'était jamais parti. Et d'une certaine manière, il n'était pas parti. Il était dans chaque bonne décision que Sébastien prenait, dans chaque acte de bonté, dans chaque moment où il choisissait l'amour plutôt que l'argent. Cette nuit-là, Sébastien s'assit avec sa mère sur la véranda. Hélène tricotait une écharpe tandis que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel. « Maman, tu crois que papa serait fier de moi ?» Hélène cessa de tricoter et prit la main de son fils. « Mon fils, ton père a toujours été fier de toi, même quand tu t'es perdu, parce qu'il savait que tu finirais par retrouver ton chemin. Et tu l'as trouvé, mon enfant chéri, tu l'as trouvé. » Sébastien leva les yeux vers le ciel étoilé, ressentant une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il avait perdu une fortune, en avait gagné une autre, perdu des amis qui s'étaient avérés être des ennemis et retrouvé une famille qui avait toujours été là à l'attendre. Et quelque part, au-delà des étoiles, il était sûr qu'Antoine souriait parce que son fils avait enfin appris la leçon la plus importante, que l'amour est la seule richesse que personne ne peut enlever, le seul héritage qui vaille vraiment, la peine d'être laissé. Le vent souffla doucement, balançant les fleurs qu'Hélène soignait tant, et dans ce murmure du vent, Sébastien aurait juré entendre la voix de son père. « Bien fait, mon fils, bien fait. » Et pour la première fois depuis longtemps, Sébastien sut avec certitude que tout irait bien, car il avait appris que le vrai succès n'est pas d'atteindre le sommet et de rester seul, mais d'y arriver avec les personnes que l'on aime et de construire quelque chose qui perdure au-delà de sa propre vie. Il avait perdu du temps, il avait perdu de l'argent, il avait perdu son père, mais il avait gagné quelque chose d'infiniment plus précieux. Il avait retrouvé le chemin de la maison, et cela, au final, était tout ce qui comptait vraiment.